Salut Hello. Allô, Caro. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Je vais très bien, surtout qu'on vient de terminer un bel enregistrement aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue à Ligne de vie, notre balado des pros, en fait, du monde de l'emploi. J'allais inverser ça, mais des pros du monde de l'emploi. Vous le savez, chaque épisode, on parle de différents enjeux. On souhaite donner des outils, aider les gens qui interviennent auprès des personnes en recherche ou en démarche vers l'emploi. Donc, toujours des sujets aussi passionnants et intéressants. Celui d'aujourd'hui ne faisait pas exception, je pense. Aujourd'hui, on recevait Sophie Plaisance, qui est agente de sensibilisation pour Autisme Montérégie. Donc, qui est venue nous parler, évidemment, d'autisme, de personnes autistes. Et pour vrai, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais dire pour introduire cet épisode. Je suis extrêmement dans ma tête après cet épisode parce que vous allez voir, là, des fois, j'en perds, des fois, les questions au cours de l'entrevue, de la rencontre avec elle. Parce que je vois plein de situations, plein d'ajustements, même dans ma pratique. Bref, je suis vraiment dans ça. Là. Je m'en vais après ça, puis clairement, je vais me poser des questions tout le reste de la soirée, honnêtement. C'était vraiment hyper intéressant. Puis on a appris des choses. Moi, en tout cas, ce que j'ai eu l'impression aujourd'hui, c'est que c'est comme si on a ouvert plein de petites portes, là, puis on aurait pu creuser dans plein de directions. J'ai l'impression d'avoir rien parlé. J'ai l'impression qu'on n'a rien abordé. Fait que ça m'amène un peu comme plein de nos sujets qui nous ont fait sentir ça aussi, à quel point on pourrait en parler pendant longtemps, à quel point il y a plein de choses à dire. J'ai l'impression que des fois, nos émissions, c'est quasiment l'intro d'un sujet, mais je trouve ça super trippant parce que je suis comme, hey, il y en aura plein d'autres sur plein d'autres sujets. Oui. Puis, si vous êtes comme nous et que vous restez un peu, pas sur votre faim, mais que vous avez des questions à la lumière de ce que vous allez avoir entendu aujourd'hui, Autisme Montérégie, justement, est une belle ressource vers qui se tourner. Moi, j'ai fait une super rencontre aujourd'hui. Je ne connaissais pas Sophie. Ça a été vraiment une belle rencontre. Et, peut-être juste rappeler aussi aux gens qu'on est disponible sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast. Je vais sortir mon accent anglais. Donc, si vous êtes capable de nous écouter en vidéo, audio, à votre choix, on est disponible pas mal partout. Tous vos abonnements comptent. C'est super important pour nous. Juste nous encourager, allez vous abonner, mettre un petit like des fois aussi. Un petit clic de rien. Oui, un petit clic. Quand même, disclaimer, avant qu'on vous présente l'épisode, vous allez nous entendre à quelques reprises parler de personnes TSA ou utiliser le mot atteinte d'autisme. Sachez qu'après, on a eu cette discussion-là avec Sophie par rapport au fait d'éviter d'utiliser ce genre de mots, d'appellation pour différentes raisons. Donc, sachez qu'on apprend, nous autres aussi, comme vous. Alors, on essaiera d'adapter notre langage pour les prochaines fois, bien sûr, quand on parlera de personnes autistes ou de personnes sur le spectre de l'autisme, qui étaient un petit peu plus les appellations qu'on devait utiliser et ils ne sont pas atteints de quelque chose. Ce n'est pas une maladie. Ouais. Voilà. Alors, sur ce, on vous souhaite, comme à l'habitude, bonne écoute. Bonne écoute. Sophie? Oui. Bonjour, bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invitée. On est très contente de te recevoir. C'est notre 2e saison. Alors, cette année, on a changé un petit peu la méthode. On t'accueille avec le test des couleurs. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'ai fait aussi à Caroline aujourd'hui, exceptionnellement, qui n'avait pas encore passé son test des couleurs. Je leur ai fait passer chacun un test qui, en fait, part de la méthode DISC, des profils Nova. En fait, c'est pour essayer, ça part d'une méthode RH, juste pour vous dire, les filles, pour essayer de trouver les meilleures personnalités agencées dans des équipes. OK? Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui est bleu. En tout cas, bref. Donc, on essaie de trouver comment on pourrait agencer nos équipes pour qu'ils soient bien équilibrés. Tantôt, on a parlé d'être complémentaires dans nos couleurs. C'est un peu ça. Exact. Donc, suite au test que tu as passé, tu étais quelle couleur
Majoritairement, jaune. le jaune. Alors, je te dis ce qu'est le jaune. Alors, le jaune, il est considéré comme étant l'expressif. Alors, il y a des petits icônes pour nos couleurs. Le jaune, c'est le soleil, clairement. Donc, il est beaucoup axé sur les émotions, les sentiments. Donc, il est quand même près de ça. Là, on parle toujours de compétences professionnelles. Hein? On est dans le monde du professionnel. Il est beaucoup axé sur le futur. Lui, c'est vraiment... Quand on a des gens qui sont visionnaires, là, ils sont là-dedans. Ils voient loin, ils sont déjà en train de penser. Ils sont pas tant dans le passé. Ce qui s'est passé, c'est loin, c'est resté en arrière. Mais ils sont pas non plus dans le présent, ce qui, des fois, est important aussi, mais ils sont beaucoup dans le futur. Ils sont beaucoup dans le plaisir, dans les projets. Ils ont du fun avec leurs équipes. Puis ça, c'est l'affaire qu'ils valorisent le plus. Et ils veulent être entourés. Donc, ils veulent être bien entourés. C'est l'esprit d'équipe, c'est super important. La collaboration, c'est super important pour eux, mais toujours avec du plaisir, du fun, des beaux projets. Et tantôt, ça, je disais, il y a aussi chacun vos peurs professionnelles dans chacune des couleurs. Et lui, bon, là, ça va peut-être sonner peut-être péjoratif, mais il a peur de perdre son statut. Donc, lui, sa réputation, c'est super important pour lui. Fait que ça, je le twist un peu positivement. Là, c'est vrai que, tu sais, ça peut être quelque chose de super important. On fait attention à notre réputation, notre professionnalisme, mais lui, c'est vraiment important pour lui. Donc, pour bien communiquer avec nos jaunes, parce que c'est ça aussi le but de ces tests-là, pour savoir comment on communique mieux ensemble. Donc, on a besoin d'avoir une approche informelle. Lui, quand on est très formel, très cadré, il est genre « Oh mon Dieu, mon boss m'a mis une réunion dans mon agenda. C'est quoi qu'il veut me dire? C'est sûr que c'est la fin. » Non. Tu sais, on le pointe, on dit « Hey, je veux juste te jaser. » Ça va bien marcher. Donc, on est détendu, on est sociable avec cette personne-là pour communiquer. On lui laisse la place, l'espace pour s'exprimer. Et par contre, malgré le fait qu'ils sont un peu plus dans la spontanéité, il aime beaucoup avoir les choses par écrit. On lui transmet aussi les communications par écrit. Donc, on y va dans l'informel, puis on est comme, après ça, je t'envoie tout ça par écrit. Okay. Parfait, merci. Est-ce que ça te ressemble? Certains aspects, parce que j'avais aussi du rouge. Hein? Fait que là, oui, je suis curieuse de voir. Tu pourras me parler du rouge après. Oui, tu sais, dans le côté relationnel, l'importance du plaisir, là, ça, je me reconnais vraiment, créativité, tout ça. Oui. Puis il y a d'autres aspects où je me dis, peut-être un peu moins. Mais de façon générale, oui. C'est où que tu dirais que tu es moins... Les émotions. Les émotions. Mes collègues, quand ils vont voir le balado, ils vont rire dans leur coin là, parce que au bureau, moi, je suis celle qui est la moins à l'aise avec les émotions. Moi, je donne des sensibilisations. Donc, j'explique l'autisme et tout ça. Puis, à toutes les fois que j'ai des parents qui sont comme trop émotifs, je perds mes moyens. Je perds mes moyens parce que je suis trop sensible à eux. Puis là, je ne sais pas comment faire, je ne sens pas à la hauteur. Donc, moi, j'ai pas bifurqué vers l'intervention sociale parce que ça a toujours été quelque chose qui fait voici une boîte de Kleenex, on se reparlera tantôt. Je suis moins à l'aise avec ça. Avec les émotions un peu plus difficiles. Oui, parce que je me sens pas, je sais pas quoi faire. Je suis plus dans l'action, puis quand les gens sont dans l'émotion, je peux pas être dans l'action. En fait, là, je suis juste dans l'attente, puis ça, c'est difficile. Ça, c'est nos rouges. Ça, c'est clair. Mais là, je dis rien. Je pourrais peut-être te le dire après, off caméra. Oui, je suis curieuse. Mais pour les prochains invités qui sont rouges, on va se garder la surprise. Mais oui, clairement, ça serait ta petite partie rouge d'abord. Je pense que oui. On va se rejaser de ça. Mais comme tu disais aujourd'hui, tu es ici pour nous parler, en fait... plus précisément, oui, du TSA, mais on t'invite à, peut-être d'entrée de jeu, nous parler un petit peu de ce que c'est la neurodiversité. Est-ce qu'on peut définir ça simplement, rapidement? Qu'est-ce que ça signifie quand on dit d'une personne qu'elle est neurodivergente? Bien, en fait, la neurodiversité, ça a le lien justement avec le cerveau. Fait que c'est un cerveau qui fonctionne différemment. Donc, qui va faire des liens différents, qui va percevoir de façon différente et qui, justement, va avoir des comportements ou des façons d'apprendre qui vont être différentes. Et la neurodiversité est beaucoup axée sur les ressemblances et les forces plutôt que sur les enjeux ou les choses qui sont différentes ou pas correctes. Donc, c'est quand même un mouvement qui est assez positif, la neurodiversité. OK. Puis c'est ça, quand je t'ai approchée, en fait, c'est un peu ça. Tu sais, moi, je t'ai parlé de neurodiversité, puis tu es comme, ben, tu sais, nous, on est autistes, Montérégie, on s'occupe de l'autisme, du TSA. Puis c'est pour ça qu'on voulait un peu commencer comme ça aussi. Hein, la neurodiversité, c'est extrêmement large, c'est plein de gens. Puis déjà, même juste dans le TSA,
ils sont tous différents aussi là, à travers ça. Là, hein? Bien, tout à fait, en fait, parce que c'est un peu ça qui est dérangeant dans ce mouvement-là, qui est super le fun, de dire on se ressemble plus qu'on pense, mais chacun de ces profils-là a ses particularités, puis de dire qu'on va toutes les rentrer dans la même catégorie, c'est là où c'est un petit peu difficile. C'est aussi pour ça qu'on a envie d'en parler aujourd'hui, du TSA particulièrement. Quelles sont leurs particularités à eux? Puis c'est une discussion qu'on avait, moi et Caroline, avant de rentrer en ondes. Entre quelqu'un qu'on inclut dans un milieu de travail qui a un TDAH, par exemple, et quelqu'un qui a un TSA, les enjeux vont être complètement différents, puis les manières de faire vont être tout aussi différentes. Là. Mais on avait cette envie aussi de le nommer aujourd'hui, là, qu'à la neurodiversité, c'est plein de choses. Puis aujourd'hui, on se concentre sur le TSA. Et tant mieux si un jour on pourra parler de chacune des neurodiversités. On aimerait beaucoup ça, d'ailleurs. Bien sûr. Ça fait partie de notre réalité de clientèle. Je dirais même de plus en plus. Donc, et particulièrement, je pense, à nos jeunes, ils arrivent, ils sont tout jeunes. Nos jeunes TSA, donc on avait vraiment envie de mettre l'emphase sur ça. Là. Oui, parce qu'en fait, tu parlais de neurodiversité qui est très large. L'autisme aussi, c'est très large. Il y a de multiples visages. Puis, les gens qui vont écouter le balado, bien souvent, on a une petite vision de ce que c'est l'autisme selon un peu nos propres repères, notre propre historique de vie. Donc, si on n'en a pas côtoyé, bien peut-être que nos modèles, c'est plus ceux qu'on voit à la télévision ou dans les émissions quelconques. C'est ça que j'allais te demander. Quelle est la vision qu'on a de manière générale d'une personne autiste? Bien, j'aurais tendance à dire que c'est un peu en évolution, ce qui est une bonne chose, Tant parce mieux, que le taux de prévalence présentement en autisme est toujours en augmentation. Donc, présentement, on parle d'un enfant sur 45 qui va recevoir un diagnostic d'autisme, et ça va en augmentant. Donc, ça permet aux gens d'avoir un meilleur portrait parce qu'ils sont plus proches. J'en ai dans ma famille, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes enfants. Donc là, ça permet aux gens de voir d'autres aspects. Sinon, quand on parle aux gens qui connaissent peut-être un peu moins ça, bien, les gens ont tendance à penser « Ah oui, les personnes autistes, c'est celles qui sont dans leur bulle, il ne faut pas leur toucher, ils ne nous regardent pas, ils ne parlent pas beaucoup, ils ne parlent pas du tout. » C'est souvent ça qu'on associe à l'autisme, alors que c'est beaucoup plus que ça. Le spectre est tellement grand que probablement que les gens ne savent pas, mais ils côtoient des personnes autistes puis ils ne savent pas qu'ils sont autistes. Sans le savoir, c'est ça. C'est ce qui fait, je pense aussi, comme tu disais, une personne sur 45, ça me surprend quand même. Là, c'est une donnée que je ne connaissais pas, puis je trouve ça quand même surprenant. De là, justement, qu'on est de plus en plus sensibilisés. Comme tu disais, on a de plus en plus peut-être de gens qui sont diagnostiqués aussi. Ça aussi, ça fait une différence. Des fois, il y a des gens qui n'ont jamais été diagnostiqués, donc on ne peut pas nécessairement... Puis comme tu dis, il y a ça peut prendre différentes formes, il y a différents niveaux. Fait que plus on côtoie des gens atteints de TSA, bien, plus ça devient, je vais dire aussi, normal, dans le sens où on n'est pas... c'est un humain avec ses enjeux, on a tous nos enjeux, tout ça. Puis c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui, de dire, bien, ces gens-là intègrent aussi des milieux de travail avec ce défi-là personnel qui lui appartient. Donc, comment faire pour intégrer, pour bien accompagner aussi cette personne-là qui souhaite s'épanouir professionnellement, qui souhaite être capable aussi de développer une autonomie, tout ça. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir que peu importe le niveau, il faut s'adapter, je pense, à ce niveau-là, puis trouver les bons outils aussi pour l'accompagner là-dedans. Oui, tout à fait. Puis tantôt, tu parlais de diagnostic. Chez les adultes, on en a beaucoup qui n'ont pas le diagnostic parce que ça a beaucoup évolué au fil du temps. Donc, il y a beaucoup d'adultes qui, quand ils étaient jeunes, on n'associait pas nécessairement ça à de l'autisme. Donc, maintenant, on connaît mieux et ils s'identifient à ce diagnostic-là. Donc, certains vont aller chercher le diagnostic, mais il y en a d'autres que pas du tout. Il y en a plein qui s'ignorent. Tu sais, qu'on se rend compte que finalement, ça pourrait ressembler à ça. Donc, on ne sait pas toujours, puis eux non plus, ils ne savent pas. Pour des adultes qui nous écouteraient, justement, qui n'ont pas ce diagnostic-là, là, c'est sûr que les critères, ils sont... On a parlé, il y a des gens qui sont extrêmement fonctionnels, qu'on ne s'en rendrait pas compte, à des gens qui ont évidemment des difficultés un peu plus grandes. Mais quels sont quelques critères qui pourraient faire comme « Ah, tu sais, je me suis toujours questionnée, j'ai des difficultés. » Tu sais, nous, c'est ça qu'on entend. En tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai des adultes qui ont, par exemple, reçu des diagnostics de TDA, puis sont comme « Pas sûr que c'est juste ça. »
sais, j'ai comme... Il y a quelque chose d'autre, puis je le sais pas, je suis pas capable de mettre des mots dessus, puis en plus, je suis quelqu'un qui a vraiment ce besoin de comprendre qui je suis. Puis, fait que j'ai comme... Je sais que les critères peuvent être très divers, mais j'ai envie quand même si jamais il y avait des gens qui nous écoutaient, ça serait quoi quand même? Leur donner Quelques des critères de petites ces pistes, diagnostics-là? Oui, parce qu'il y en a quand même pour se faire diagnostiquer, là. Écoute, en fait, tu vois, c'est dans 2 sphères qu'on va retrouver là, des critères ou des manifestations. On a quelque chose au niveau de la communication et des interactions sociales. Donc, souvent, les adultes qui se reconnaissent se rendent compte qu'ils n'aiment pas parler des mêmes sujets que les autres. Donc, tout ce qu'on appelle le fameux small talk, tu sais, parler de la météo, parler de ton voyage, de qu'est-ce que tu as eu comme cadeau à Noël. Souvent, c'est des sujets qui les intéressent pas. Donc, rapidement, ils se disent, voyons, j'aime pas ça parler des mêmes choses. Ils sont souvent insatisfaits, justement, de ce type de conversation-là. Ils vont être plus attirés vers des conversations où ils vont apprendre quelque chose, où on va échanger sur quelque chose d'un peu plus concret. Ils vont réaliser que tout ce qui est le non-verbal ou les nuances vont leur amener certains enjeux, donc décoder les émotions. Donc, tout le monde a compris, savoir que c'était bien clair, mais moi, je n'ai pas compris. Tantôt, on parlait de clarté, tu sais, de ton besoin, là, que les choses soient bien nommées, tout ça. Mais ça aussi, on va le voir beaucoup chez les personnes autistes, de bien nommer les choses, comment ça va se passer. Et ça, quand les choses ne sont pas assez précises, soit qu'ils vont faire des impairs parce qu'ils n'ont pas compris la nuance, ou soit que ça va les rendre très, très anxieux. Donc ça peut être des choses où on se dit, OK, peut-être que j'ai quelque chose de ce côté-là. Donc, l'impression d'être différent dans la façon de penser. Puis dans l'autre sphère où on va retrouver des manifestations, on a tout ce qui est intérêt atypique ou intérêt particulier. Donc, ça, habituellement, on va les avoir remarqués plus tôt quand ils ont des intérêts atypiques parce que ça nous surprend. Tu sais, un enfant de 4-5 ans qui aime parler politique, j'avoue que ça surprend. Oui, c'est fascinant, mais surprenant. Exactement. Mais on ne les retrouve pas tous de ce côté-là. Mais en vieillissant, on se rend compte que ces personnes-là vont avoir des sujets de prédilection et une capacité d'emmagasiner beaucoup d'informations et avoir peut-être un enjeu à parler d'un autre sujet ou à s'intéresser à des choses qui ne seront pas dans cette sphère-là, ce qui peut nous amener à penser que ça pourrait être de l'autisme. Et la dernière sphère qui rentre là-dedans, c'est tout le côté sensibilité sensorielle. Mais ça, il faut juste faire attention parce que ça ne relève pas juste de l'autisme. Non, c'est ça. Je comprends. Puis cette méconnaissance-là, je vais dire, comme tu disais, il y a des personnes adultes qui peut-être se questionnent à dire, est-ce que je fais partie d'eux, ou tu sais, est-ce que ça peut nuire à une personne en milieu de travail de ne pas, de ne pas se connaître, de ne pas avoir ce diagnostic-là, puis cette, je vais dire ça comme ça, là, mais cette preuve-là de dire, voilà, je comprends pourquoi j'ai tel enjeu. Est-ce que ça peut nuire en milieu de travail? Bien, de ne pas avoir le diagnostic, je te dirais pas nécessairement. Parce que c'est pas obligatoire d'avoir le diagnostic. L'importance, par contre, de se connaître. Puis ça, je pense que c'est pour tout le monde, là, autiste ou non autiste. Plus tu te connais dans tes besoins et les solutions pour répondre à ces besoins-là, puis les choses qui ne fonctionnent pas pour toi, plus tu es capable de connaître ça, puis de l'exprimer à ton employeur pour qu'il soit capable de t'accompagner, puis de te proposer peut-être ou de trouver ensemble des solutions, c'est plus vers là que je te dirais que c'est important. Donc, dans notre cas, par exemple, à Autisme Montérégie, les gens peuvent nous contacter, même s'ils n'ont pas le diagnostic, puis ils ont accès à plusieurs de nos services, puis on va les aider ou les guider pour qu'ils soient capables justement de mieux connaître, moi, même si je m'identifie à de l'autisme, mais c'est quoi mon autisme à moi? Parce que le spectre est large, fait que 2 personnes autistes n'ont pas du tout le même profil. Ouais. Puis est-ce que ça peut causer, à l'inverse, un préjudice d'avoir ce genre de diagnostic dans un milieu de travail? Moi, je suis un peu plus avec les jeunes qui, des fois, ont reçu le diagnostic. Ça leur ouvre plein de portes, mais des fois aussi, on doit travailler avec l'employeur ou des fois, dans certains, en tout cas, je vais dire dans le milieu scolaire, des fois, pour les faire sortir d'un moule de comment, la personne est autiste, on va la mettre là, parce qu'elle ne sera pas capable de faire plus, tu sais. Bien, ta question est vraiment bonne parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse unique. On se la fait poser tout le temps, cette question-là. Est-ce que je dois le dire que je suis autiste? Je ne le dis pas, je le dis quand? Nous, ce qu'on va plutôt préconiser, c'est que si ton autisme est tellement évident
qui va te causer des préjudices. Si j'arrive en entrevue, je ne suis pas capable de regarder dans les yeux, je ne suis pas capable de serrer la main. Si je suis posée passer en entrevue à 1 heure, puis à 1h15, ils ne sont pas venus me chercher, je vais être anxieux. Toutes ces choses-là qui peuvent s'expliquer par de l'autisme puis qui pourraient t'aider, oui, il va falloir que tu le dises. Mais dans le cas contraire, c'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faut que tu en parles. Donc, c'est pas dès l'entrevue. Mais oui, c'est recommandé d'en parler éventuellement avec un supérieur immédiat, mais pas encore là, pas nécessairement en disant « Hey, je suis autiste ». Parce que quand tu fais juste dire « Je suis autiste », c'est que tu donnes le plein contrôle à l'autre de déterminer qu'est-ce que ça veut dire pour lui être autiste. Donc, puis compte tenu qu'on sait qu'il y a plein de profils, bien, nous, ce qu'on encourage plutôt ces personnes-là à faire, c'est parle de tes caractéristiques, parle de tes besoins, propose des solutions au lieu de donner plein pouvoir à l'autre de « je suis autiste » puis organise-toi avec ça. Parce que souvent, ils sont déçus. Parce que les gens ne comprennent pas. Fait que c'est plus là qu'on va y aller. Fait que le diagnostic, je te dirais, c'est un couteau à double tranchant. On aimerait ça, que ça puisse ouvrir des portes, mais je te dirais que des fois, ça va amener des préjugés, dépendamment de ce que les gens pensent que c'est. Puis justement, de manière générale, y a-t-il une tendance au niveau des employeurs? Tu sais, comment les employeurs reçoivent ça quand une personne arrive en entrevue et nomme qu'elle est une personne autiste, puis même si elle le fait là, très, très bien, de la bonne façon, qu'elle explique quels sont ses enjeux propres à elle, avec déjà des solutions, mais comment l'employeur, de règle générale, là, je vais dire, accueille ça en 2026? En entrevue, tu parles, ou oui, après l'entrevue? Vraiment après au moment de l'entrevue. Écoute, j'ai pas de statistiques parce que c'est vraiment très variable. Je te dirais que ça va dépendre de l'employeur, de sa connaissance de l'autisme, puis pas juste de l'autisme, de son ouverture à la différence. Il y a des employeurs qui sont vraiment impressionnés de ça, puis qui font « Ah, ouais, moi, j'aime ça, tu sais, c'est de l'authenticité. » Puis si c'est ça qui est recherché dans l'entreprise, ça va très bien fonctionner. Si on est dans une entreprise qui est dans la performance, là, ça ne passera pas parce que là, tout de suite, on va faire « non, lui, il va ralentir le processus. » Donc, tu sais, ça ne sera pas reçu de la même façon. Fait qu'il n'y a pas de réponse unique, je te dirais, à ça. Ce n'est pas une formule magique, malheureusement. Non, on aimerait ça qu'ils soient tous ouverts et accueillants à la diversité au sens très large, même, je veux dire. Mais j'étais curieuse de voir s'il y avait quand même une tendance à l'ouverture ou à la peur, parce que souvent, c'est ça qui cache le refus de vouloir intégrer une personne, c'est qu'on a peur, on ne sait pas comment, on ne sait pas quel outil prendre. Mais je comprends que ça dépend. Ça doit dépendre aussi des secteurs d'activité, aussi de l'entreprise, j'imagine. Donc, ouais. C'est quoi ça m'amène un peu à réfléchir sur c'est quoi les principaux obstacles, justement, que ces personnes-là vont rencontrer sur un milieu de travail, là, outre, OK, mettons, l'employeur, il dit, OK, c'est bon, j'intègre, je t'intègre, moi, je suis super ouvert à l'adversité. Puis je pense que c'est une discussion qu'on a eue, toi puis moi. Il y a le premier critère, OK, je suis ouvert, mais après ça, qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Comment je suis vraiment quand je suis vraiment un milieu inclusif, qu'est-ce que je fais pour être vraiment un milieu inclusif? On pourra peut-être revenir plus tard là-dessus, mais commençons par les enjeux, là, déjà, qui sont rencontrés dans un milieu de travail là, avec ces personnes-là. Bien, je te dirais, ça dépend tu sais, dans un parcours vers l'emploi, tu peux aller vers un parcours à l'emploi avec des emplois adaptés. OK? Ça, sont déjà habitués à accueillir une clientèle avec des besoins particuliers. Donc, on n'est pas dans cette catégorie-là. Dans l'employabilité régulière, donc quand on est plus là, sur le marché du travail auquel on s'attend, un des enjeux importants, c'est toute l'utilisation du non-verbal. Soit que le non-verbal n'est pas nécessairement conforme à ce à quoi on s'attend. Donc, la personne peut avoir l'air un peu nonchalante, désintéressée, à la limite bête, on va voir, ou arrogante, parce que ça, jumelé au fait qu'ils sont très dans les détails, ils ont beaucoup de connaissances, la cohérence, la vérité, c'est super important. Donc, ils vont soit reprendre les gens s'ils se trompent ou compléter des informations avec écoute, ça peut être long là, quand ils vont aller compléter, mais si en plus ton non-verbal
est pas super expressif ou un peu bête, bien là, les gens vont faire beaucoup d'erreurs d'interprétation de, bon, ça y est, ils essayent de nous faire la morale, ils se pensent meilleurs que nous autres. Donc ça amène des enjeux. Ils ne savent pas nécessairement non plus comment adapter leur comportement en fonction du fameux non-verbal. Donc, quand c'est le temps d'arrêter de parler, il n'y a personne qui leur dit clairement que là, c'est peut-être plus le temps. Donc, ils vont se mettre à parler sur un sujet qui pour eux est super pertinent ou décoderont pas peut-être que la personne n'est pas disponible. Donc, toutes ces choses-là vont amener peut-être certains enjeux interpersonnels entre les collègues. Vont aussi être très procédurales pour plusieurs d'entre eux. Donc, on suit la procédure, on suit les règles. Et là, quand arrive un imprévu ou quand la règle change, bien, des fois, ça peut être un peu difficile de... En fait, le cerveau autiste, c'est pas super bon pour improviser. Quand on lui donne l'information à l'avance, quand on lui donne du temps pour se préparer, ils sont vraiment à leur meilleur. Mais quand on arrive à la dernière minute, on change la procédure, on change le plan de match, on te demande de te prononcer ici et maintenant. Là. Tantôt, tu nous faisais faire ton test, je me suis pris une note. Tu sais, quand tu as dit tu as 2 minutes pour répondre, là, pour beaucoup de personnes autistes, c'est comme... C'est la panique. Là. Je ne suis même pas sûre d'avoir compris, puis d'un coup que je me trompe. Puis dès qu'on met comme pas assez de temps pour réfléchir, ben on n'obtient pas ce qu'on veut. Tu sais. C'est pas qu'il ne veut pas le faire, le test que tu proposes. Il n'est pas adapté. Le test est adapté. C'est les conditions dans lesquelles tu le donnes qui ne sont pas adaptées. Puis je te dirais qu'au niveau de l'employabilité, c'est là, moi, je t'avoue que j'ai le plus de c'est pas de résistance, de l'irritation. Oui, ce serait bon. Tu sais, on va beaucoup parler des belles forces des personnes autistes. Elles en ont vraiment beaucoup. Mais ces belles forces-là, si on ne fournit pas un environnement qui est adapté à leur fonctionnement. Puis quand on parle d'adapter, ça n'a pas toujours besoin d'être bien, bien compliqué. Là. Les gens voient des affaires bien, bien compliquées. Oh mon Dieu Seigneur. Non, pas du tout. Souvent, c'est des choses simples. Mais quand on fournit un environnement qui fonctionne bien avec la personne, là, on a accès à ses forces. Mais quand l'environnement ne fonctionne pas, quand justement, je n'ai pas assez de temps pour réfléchir, tu changes les affaires sans m'avertir, les règles changent, toutes ces choses-là, bien là, tu vas avoir accès au pire de moi-même, là. C'est clair. Y a-t-il des ressources pour les employeurs qui voudraient justement mettre en place un climat, un environnement, des conditions de travail favorables? Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers certaines ressources pour les accompagner là-dedans? Ben oui. Toi, il y a le SDEM-CEMO qui a le mandat justement d'employabilité pour les personnes à besoins particuliers. Donc, ils peuvent avoir accès à des conseillers qui vont pouvoir un peu les guider. Nous, à Autisme Montérégie aussi, tu sais, des fois, s'ils ont des questions, ils peuvent aller vers nous. Okay. Et il y en a d'autres ressources là, qui peuvent aller chercher. En appelant chez nous, on va être capable de les diriger vers la bonne place parce qu'il existe, dépendamment de où ils sont, dépendamment de leurs besoins, mais oui, il y en a. Parce que j'ai l'impression que des fois, les employeurs ont peut-être la volonté d'eux, mais ne savent peut-être pas par quel bout prendre ça aussi, puis comment faire en sorte de bien accueillir ces gens-là. Fait que c'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a des ressources là, qui existent pour les guider là-dedans. Oui, puis tu en as parlé, tu as dit on peut faire des choses toutes simples. Bien, qu'est-ce qu'on fait de tout simple pour adapter nos milieux à ces personnes-là? Bien, écoute, des fois, ça peut être juste au niveau sensoriel, tu sais, de déjà penser, tu sais, mon environnement, il est-tu trop envahissant? Puis ça, finalement, ça aide pas juste la personne autiste, là, ça aide plein de monde qui, finalement, se rendent compte que c'était bruyant. Ici, tu sais, je pense aux aires de travail ouvertes. Bien, ça peut être aussi simple que de permettre aux gens de travailler avec leurs écouteurs. Ça peut être aussi dans les adaptations, d'adapter l'horaire de travail. Tu sais, par exemple, on est dans une grosse business. J'en avais un qui travaillait pour Post Canada. Puis lui, l'adaptation qu'il a eue, c'est qu'il arrive, son chiffre de travail commence avant les autres. Fait que quand tout le monde arrive dans la cohue, puis là, tout le monde est content le matin, on a plein d'affaires à se raconter, puis là, ça parle fort. Lui, ça, il n'est pas capable. Ça lui permet d'éviter ce... Donc, lui, il arrive avant tout le monde, il s'installe à son poste de travail. Donc, quand tout le monde arrive, les gens n'arrivent pas tout en même temps. Fait que le bruit monte tranquillement. Donc, lui, il les voit arriver, puis quand les gens viennent le voir, bien, ils vont aller vers son bureau, puis il est capable de gérer ça. Mais sinon, il serait incapable de socialiser avec les autres parce qu'il serait envahi par la cohue de tout le monde arrive en même temps. Ah, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, hein? Quand on dit des petites Tellement choses à mettre en place, puis ça ne coûte rien de plus à l'employeur là, de faire ça. C'est juste de s'adapter finalement à ses besoins, à sa réalité.
Ben, mais moi, ça me fait super réfléchir sur notre pratique, puis quand on accueille ces jeunes-là, la manière qu'on les accueille, l'environnement dans lequel on les accueille. Tu sais, bon, aujourd'hui, on est dans un studio où il y a beaucoup de lumière, mais on n'a pas le choix, là. Mais je veux dire, on a cette possibilité de tamiser nos lumières, tu sais, des fois, d'être un peu plus conscient de ça, ou en tout cas, s'arrêter de se dire quel est le meilleur environnement pour recevoir mes jeunes. Parfois, je vais le faire, puis tu vois, je me rends compte, OK, non, j'ai pas ce réflexe-là encore pour certaines affaires, mais je note, là, vraiment, là. Je trouve ça super intéressant. Dans les adaptations, c'est sûr que ça demande de changer certaines pratiques. Tu sais, ça ne coûte pas nécessairement de l'argent, puis c'est pas une grosse affaire, mais tu sais, juste d'envoyer les points de la réunion d'équipe à l'avance. On va se rencontrer tantôt, par exemple. Ben, de quoi on va se parler? Comme ça, ben, quand je vais arriver devant toi, j'ai le temps de me préparer. Parce que ben là, ça va peut-être me demander de réfléchir, puis j'ai besoin de me préparer avant. Je vais être beaucoup plus pertinente si j'ai accès aux questions. Mais des fois, on a de la difficulté à défaire ça parce qu'on a l'impression que quand on pose la question à la dernière minute, on a accès à la vraie personne. Tu sais, parce qu'elle n'a pas le temps de se préparer, elle n'a pas le temps de jouer une game. C'est pas vrai en autisme. Si on arrive puis je te pose une question là, ben c'est là où j'ai pas accès à toi. J'ai accès à ce que tu penses que moi, je veux entendre. Fait que tu vas me répondre ce que je pense, ce que toi, tu as compris que je voulais, ou tu vas me répondre n'importe quoi. Mais clairement, on aurait eu quelque chose de pas mal plus intéressant si tu étais arrivé puis que tu aurais su à l'avance. Puis c'est sûr que quand on est capable d'accrocher le pourquoi, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont difficiles en autisme. Ils ne déduisent pas. Tu sais, je pensais, entre autres, en entrevue, tu sais, quand on les prépare pour les entrevues, mais il faut leur expliquer à quoi sert la question. Tu sais, l'employeur, il veut savoir quoi avec cette question-là, parce qu'il y a toujours la question puis la sous-question. Ben, c'est la même affaire. Tu sais, si je te pose cette question-là, ben, moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Mais ça demande encore là un changement de culture, parce que là, si je t'explique tout, je n'aurai pas nécessairement accès. Mais il faut plus se questionner sur moi, je veux quoi avec cette discussion-là? C'est quoi mon objectif? Puis là, après, là, ça fait sens de changer ma façon de faire pour atteindre mon objectif. My God, c'est intéressant. Hein? Ah, tellement! Ça m'amène dans plein de moments d'intervention. En tout cas, je suis en train de mettre des morceaux de casse-tête ensemble, même dans ma tête en ce moment. Fait que oui, j'en perds même le fil des prochaines questions. Là, mais moi, j'ai une question, si tu veux, le temps que tu reprennes le fil. Oui, c'est ça. Je suis vraiment là, dans ma tête avec mes jeunes. Là. Mais moi, j'ai envie de parler du côté positif, tu sais, parce que justement, on dit qu'on peut aller chercher vraiment de très belles choses de ces personnes-là. As-tu des exemples de gens qui ont intégré des milieux de travail puis pour lesquels peut-être l'employeur a dit « Wow, tu sais, j'avais pas nécessairement d'attente » ou tu sais, puis ça a même dépassé mes attentes, ou que la personne même anticipait, tu sais, l'intégration à un nouvel emploi, puis finalement, ça se termine. La personne est probablement encore en emploi, mais je veux dire, finalement, la finalité de ce processus-là est hyper positive. Bien, j'en ai un qui me vient en tête. OK. On est interpellé par une ville en Montérégie. En fait, c'est syndiqué en les villes, etc. Et il y a une dame qui a postulé sur un poste et elle ne l'a pas eu. Et là, elle a fait un grief, elle s'est battue, puis pour dire que elle ne comprenait pas pourquoi elle n'aurait pas accès à ce poste-là. Et finalement, elle est allée voir les RH pour leur dire, je suis autiste. Je suis autiste. Puis eux, ils ne savaient pas du tout qu'elle était autiste. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'elle avait été comme lésée, je te dirais, dans ses droits, de mal interpréter. Puis je pense qu'on a pris pour acquis qu'elle n'était pas capable de faire le poste et c'est pour ça qu'on ne lui a pas donné. Donc, finalement, elle a gagné son point, elle a eu le poste. La belle histoire là-dedans, c'est que les RH ont été extraordinaires. Vraiment, là, la dame, quand elle a su que cette dame-là était autiste, la question, puis c'est celle-là, moi, que je vous invite à poser, c'est « OK, mais parle-moi de toi. » Tu sais, quand tu me dis que tu es autiste, ça veut dire quoi pour toi? Tu sais, c'est dans le cadre de notre travail, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et c'est ce qu'elle a fait avec cette personne-là. Chez beaucoup de personnes autistes, de parler de leurs besoins, c'est pas si simple. Donc, cette dame-là, ce qu'elle a fait, c'est « je suis pas capable de tout t'expliquer, mais j'aimerais ça que tu appelles Autisme Montérégie. »
Donc, ils nous ont contactés en disant, écoute, on a une employée, elle va avoir le poste, le problème, il n'est pas là. Par contre, on s'est rendu compte qu'on ne sait pas trop comment l'accompagner. Son nouveau gestionnaire non plus ne sait pas comment le faire. Et là, ils ont organisé, eux, c'est le choix qu'ils ont fait. Donc, ce n'est pas obligatoire de toujours faire ça. Mais cette ville-là, ils ont choisi d'organiser une journée de sensibilisation à l'autisme. Wow. Le matin, c'était les gestionnaires. En après-midi, je pense que c'était, je ne me rappelle plus c'était quelle catégorie, mais le matin, c'était les gestionnaires. Donc, qui avaient ou qui n'avaient pas de personnes autistes dans leurs équipes pour comprendre. Et ça a été vraiment beau parce que là, ils ont allumé sur « Oh mon Dieu, j'en ai dans mon équipe. Lui, un tel, crime, je n'avais pas vu. » Puis ce qui était beau dans tout ça, c'est que là, ils ont réalisé, Colin, moi, je pensais que c'était un employé difficile. Tu es en train de me dire que ça se pourrait qu'il soit autiste puis que finalement, c'est ma communication pas claire qui le déclenche. Puis, dans le cas de la dame dont je parle, bien oui, on a discuté ensemble des adaptations. Tout n'est pas parfait là, entre toi et moi. Mais je sais que ça s'est amélioré pour elle parce que les gens l'ont compris. Puis la beauté de cette histoire-là, c'est l'ouverture de la ville à vouloir faire autrement, à améliorer leurs pratiques. Donc, elle les a amenés beaucoup plus loin. Au-delà de elle, là, je pense qu'elle a aidé plein de monde sans le savoir. Là. Fait que c'est vraiment une belle histoire là, de collaboration, tu sais, parce que je pense que là, on parlait de force, on parlait d'enjeux. Il y a des forces, mais il faut rester aussi réaliste que quand on côtoie une personne autiste dans un milieu de travail, ça peut amener des irritants pour les collègues parce qu'une personne autiste va agir différemment, parce que des choses auxquelles on est habitué de fonctionner comme ça, et elle va amener des doutes, elle va nous amener à revoir notre pratique ou des fois, elle va ralentir peut-être certains processus. Puis moi, ça me dérange, ça me tape ses nerfs. Donc, il faut être conscient que dans une équipe, ça va être déstabilisant. Fait que oui, il faut trouver des choses pour la personne autiste, mais il faut aussi trouver un accompagnement pour les collègues qui ne comprendront pas, qui vont mal interpréter. Puis il ne faut pas banaliser ce qu'ils vont vivre. Parce que c'est vrai que, par exemple, dans une réunion d'équipe, la personne qui lève la main puis qui a toujours un petit détail, un petit oui, mais, puis à un moment donné, tu fais c'est parce que là, on ne restera pas 3 heures en rencontre. Là. Fait que oui, il faut coacher la personne autiste à dire bien, comment on peut t'aider à ce que tu ne lèves pas ta main 50 fois pendant la réunion d'équipe. Mais il faut aussi coacher l'autre à dire bien, qu'est-ce que toi, tu peux faire là-dedans. Pour limiter comment les vous pouvez mieux aussi, travailler ensemble. En fait, c'est le vivre ensemble. Je pense que le plus important, c'est de trouver un point milieu. C'est pas tout à un ou tout à l'autre à s'adapter. Je pense que c'est les deux qui doivent faire ce pas-là. C'est ça, c'est une responsabilité collective. Au final, ça part de l'employeur qui a une ouverture, qui a un désir d'être inclusif dans sa philosophie, sa culture d'entreprise. Mais ça fait en sorte qu'il faut que les personnes qui fassent partie de cette entreprise-là partagent cette valeur-là puis soient prêtes à faire un pas en avant, justement, pour être sensibilisées à comprendre les enjeux que ça peut amener puis avoir les outils pour être capable aussi de désamorcer ces situations-là, des fois où il y aurait un irritant qui pourrait... Ou juste le fait de comprendre, tu sais, de dire, OK, là, en ce moment, je veux un irritant, mais je comprends. Je comprends d'où ça vient, je comprends pourquoi, puis je sais quoi faire pour prendre un petit pas de recul. Oui. Puis, oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut considérer les deux points de vue parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Non, c'est ça. T'sais, puis c'est correct qu'il y a un endroit aussi, les collègues, où ils ont le droit d'en parler, s'ils vivent des irritants par rapport à une personne autiste, bien, qu'ils puissent aller en parler avec l'employeur pour trouver des solutions au lieu que ça... Parce que ça, c'est typiquement humain, là, de commencer à faire du mémérage. Oui. Puis ça aide personne. Fait que je pense que dès le départ, c'est de se dire, ça se pourrait qu'on ait un ajustement. Puis c'est correct. Fait que si jamais il y a des choses, c'est à moi que vous venez en parler parce que ça cause beaucoup de ravages. Parce que quand on arrive, on arrive devant une situation puis on ne la comprend pas. Moi, j'avais une femme autiste, elle est extraordinaire, elle est vraiment extraordinaire, une intelligence supérieure et elle n'avait pas compris le principe du bonjour. Pourquoi? Je ne sais pas, personne n'y avait enseigné. Et quand elle arrivait au travail, dans sa tête à elle, c'était aux autres à lui dire bonjour. Donc, si personne lui disait bonjour, elle disait bonjour à personne. OK. Puis elle est performante, elle est intelligente. En réunion, elle a toujours des points. Puis tu sais, là, elle peut te faire sentir peut-être inférieure parce qu'elle connaît beaucoup de choses. Elle est très allumée. Exactement. Mais elle ne dit pas bonjour à personne. Je peux te dire que la rumeur a parti assez vite qu'elle était snob. Ils se sont dit, elle, c'est une colline de snob, on sait bien, elle ne dit pas bonjour à personne.
Et au travers de nos échanges, elle a réalisé, elle a fait, là, ce que tu es en train de me dire, Sophie, c'est que faut pas toujours que j'attende que les gens me disent bonjour. Je peux dire bonjour en premier. Ben oui. Elle dit, mais je ne l'avais pas compris, celle-là. D'ailleurs, des fois, tellement un détail Tellement simple, oui. qui, à nos yeux, aurait pu sembler très, très banal, qui peut tout faire la différence. Vraiment. Oui, je trouve super intéressant. Je trouve super intéressant que tu nous nommes aussi des grosses organisations aussi qu'on voit qui ont mis des choses en place ou en tout cas qui ont cette ouverture-là. Puis on est dans des histoires très simples aussi que tu nous as montré. Le fait d'avoir un horaire un peu différent. Là, on lui demande pas de travailler juste de nuit. Là, c'est juste d'arriver un peu plus tôt que les autres. Je trouve ça super intéressant. J'ai envie de te demander, en terminant déjà, si tu avais un message clé par rapport au fait d'engager des personnes TSA dans nos milieux de travail. Ça peut être... j'ai envie de te laisser le champ libre autant pour de parler à nos employeurs que parler à nos gens qui sont TSA, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Hey, écoute, j'aurais tellement de choses à leur dire. L'émission, elle a passé tellement vite, j'ai l'impression qu'on pourrait en faire 3 là-dessus. Là. Il me semble qu'on n'a rien abordé. Là. En tout cas. Il y aurait encore tellement de choses ça, je te laisse comme le mot de la fin, puis peut-être que ça sera pour notre prochain épisode. Qui sait? Bien, pour les employeurs, j'aurais le goût de te dire, je pense qu'il faut revoir la façon de passer les entrevues. Parce que je pense qu'ils passent à côté de beaucoup de très bons candidats autistes qui ne performent pas aux entrevues parce qu'ils sont tellement stressés. Puis parce qu'au niveau des habiletés sociales, ne réagissent pas comme on s'attend. Donc, on va mal juger. Puis il y a beaucoup de questions dans les entrevues qui sont pour évaluer la personnalité, puis puis avec une personne autiste, je pense qu'il faut aller voir, tu sais, c'est quoi ses connaissances, c'est quoi ses compétences, puis peut-être un peu mettre de côté cette partie-là, ou du moins aller la valider, parce que je pense que ça leur nuit énormément. Puis l'autre chose que je dirais, c'est qu'une fois qu'ils sont rendus dans votre milieu de travail, ne prenez rien pour acquis. Allez valider, allez clarifier les situations, parce que souvent, on a mal interprété, on a mal compris, et là, on part avec nos mauvaises hypothèses, puis là, tout le monde est fâché ou tout le monde est insatisfait parce que ils fonctionnent différemment, ils pensent différemment. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'une fois qu'on a une personne autiste dans notre entourage, ça nous aide à penser en dehors de la boîte. Moi, j'adore ça. C'est un avantage. Parce qu'il nous amène ailleurs, puis on fait « Colin, j'avais jamais pensé prendre ce chemin-là. » Mais c'est vrai que celui-là est encore plus intéressant. Mais il faut se laisser aller un peu puis se dire, bien, ça va demander des changements. Ça veut pas dire que ça va toujours être confortable, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer parce qu'on va beaucoup plus loin, puis on a à apprendre les uns des autres, là, vraiment beaucoup. Absolument. Puis moi, là, en terminant, je veux quand même ramener la fameuse statistique d'une personne sur 45 parce que c'est vraiment relié au conseil que tu viens de donner aux gestionnaires. Il y a beaucoup d'entreprises là, d'à peu près 50 employés, entre 40 et 50. Fait que si on regarde la statistique, il y a beaucoup d'entreprises qui ont probablement une personne au minimum dans leur équipe. Oui. Puis, je ne sais pas, est-ce que la personne connaît son diagnostic ou pas? Est-ce que l'employeur est au courant? Mais faut pas moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas se gêner d'en parler. Il ne faut pas se gêner de dire voici ma situation, voici mes enjeux, voici mes besoins, voici comment ça pourrait m'aider si on mettait telle solution en place, que le gestionnaire soit ouvert parce que, puis tu disais que la statistique allait en augmentant de plus en plus. Fait que je pense que toutes les entreprises vont finir par rencontrer aussi cet enjeu-là. Fait que d'avoir l'ouverture d'aller chercher des outils, de savoir qu'il y a des ressources qui existent aussi pour les accompagner là-dedans. Je pense qu'il faut vraiment aller dans cette direction-là. Oui, puis de ne pas attendre que la personne nomme qu'elle est dans la neurodiversité. Là, je reviens à la neurodiversité parce qu'en autisme, il y a beaucoup d'adultes qui vont faire du camouflage social parce qu'ils ont appris à imiter parce que c'est ça qui est attendu d'eux. Fait que, tu sais, ils ne correspondent pas nécessairement à ce à quoi on s'attend. Fait que c'est pas écrit dans leur front, ça ne correspond pas toujours. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis j'aurais le goût de dire aussi que longtemps, on a pensé que l'autisme était typiquement masculin. Il y a beaucoup de femmes autistes. Et les femmes font encore plus de camouflage que les hommes. Fait que de juste ouvrir aussi un peu plus large en disant, bien, j'ai peut-être des femmes autistes dans mon milieu de travail. Puis là, je fais, oups, peut-être que je n'y avais pas pensé à ça.
Ben, merci en tout cas beaucoup de ton temps, puis ça nous a fait vraiment plaisir de Moi jaser aussi, là-dessus avec toi. merci à vous de m'avoir invité. Merci.